Salut à tous, c'est Ben de Bacourt, je suis très content de vous retrouver. Le week-end vient de se terminer, comme d'habitude, je vais faire le point sur ce qu'il s'est passé sur les parquets. Résultats, débrief sur un match, performance individuelle des joueurs, arrivée, départ, blessure, je vais faire le point sur tout ça. Allez, attachez vos ceintures, c'est parti. Commençons par le commencement et regardons les différents résultats. Il y a certaines équipes qui ont fait de bons coups et d'autres, d'un peu moins bons coups. Notamment La Rochelle qui reste engluée dans les bas-fonds du classement avec la défaite obtenue à domicile face aux Maritimes de Gravelines. Toujours dans les bons coups, on a d'autres équipes du bas du classement justement qui respirent et qui s'offrent un grand bol d'air frais. Je pense notamment à Nanterre, à Dijon et à Châlons qui prennent un peu de distance avec la zone de relégation et la dernière place qui est toujours promise à La Rochelle. Du point de vue également des belles opérations, Cholet reste leader avec une belle victoire acquise de manière autoritaire sur le parquet de la SIG Strasbourg. Une belle opération pour Cholet dans un match très offensif qui s'est vu marqué également par les sorties sur blessure des deux intérieurs, respectivement le Strasbourgeois Brice Dessert, mais également le Choletais Jamuni McNice. On craint une blessure plutôt moyenne ou longue durée pour Jamuni McNice, en tout cas les supporters choletais sont inquiets, et en ce qui concerne Brice Dessert, il est sorti au bout de seulement quelques minutes de jeu, reste à voir quelle sera la nature de son indisponibilité. J'aimerais également brièvement parler de la prestation du SLUC Nancy. Alors Nancy, c'est mi-figue, mi-raisin, un coup ça va très bien, un coup ça va moins bien. En tout cas, dans la défaite obtenue sur le parquet de Nanterre, une défaite assez large, où Nancy n'a pas du tout existé, je voulais soulever la prestation de Shevon Thompson. Shevon Thompson, ça fait 2 matchs qu'il est en dedans. Alors certes, 8.7 rebonds, c'est des stats tout à fait correctes, mais pour un joueur qui évoluait à un niveau de MVP, ces 2 derniers matchs, c'est tout de suite un peu plus compliqué. 8.7 rebonds, 9 d'évaluation. Et ce week-end, lors de la défaite à Nanterre, tout simplement 6 points de rebond pour 9 d'évaluation. Alors, est-ce que c'est inquiétant pour Shevon Thompson? L'avenir nous le dira, mais en tout cas, si Nancy veut avoir des ambitions, il va falloir que son grand pivot jamaïcain retrouve de sa superbe. La grande nouvelle, quand même, de ce week-end, c'est peut-être bien la victoire de l'élan Châlons. Et oui, ça faisait très longtemps que Châlons n'avait pas gagné un match, c'est chose faite, le déclic, le choc émotionnel a eu lieu, Elric Delors est arrivé et ça s'est transformé directement en une victoire. Et quelle victoire face à Saint-Quentin! Les Saint-Quentinois n'ont pas du tout existé, la preuve, une très belle image qui nous a été capturée par Charlotte Geoffrey, qui illustre bien toute l'énergie, la puissance et l'état d'esprit qu'insuffle Elric Delors. Bravo à Châlons, il faut maintenant espérer pour eux que ça va continuer. Allez, on continue et cette fois je vais débriefer d'un match que j'ai pu voir. Je vais parler bien évidemment du grand choc qui a eu lieu à 19h le dimanche soir, qui a été diffusé également sur YouTube. Je parle bien évidemment de Paris-Monaco. 2 des meilleures équipes d'Europe, d'Euroleague se sont affrontées, c'est peut-être même l'affiche de la saison entre ces 2 équipes. Une rivalité est née depuis la saison dernière, puisque c'était tout simplement l'affiche de la finale de la Betclic Elite. Et au bout du suspense, ce sont les Parisiens qui se sont imposés sur le score de 111 à 104. Alors avant de rentrer dans du contenu basket, j'aimerais juste faire un coup de gueule et également un élément que je trouve très positif. L'élément que je trouve très positif, ce match a été diffusé sur la chaîne YouTube de DAZN. Et ça, je trouve que c'est vraiment très bien pour espérer attirer un nouveau public et de nouveaux spectateurs. Et je trouve que c'est une belle initiative qu'il fallait souligner. Le coup de gueule maintenant, le coup de gueule, ça vient tout simplement du fait de l'inadéquation, on va dire, entre le calendrier Euroleague et les calendriers domestiques. J'en parlais, ce match, c'est l'affiche de la saison, c'est peut-être la rencontre qui peut donner le plus de visibilité et attirer le plus de monde à regarder du basket français. Et la patatras, ce match ne se joue pas dans les meilleures conditions, tout simplement parce que il y a eu un back-to-back Euroleague dans la semaine et que forcément les 2 équipes, et notamment Paris, a cramé beaucoup d'énergie lors de ces 2 matchs. Alors ça c'est tout de suite vu en première mi-temps, quasiment même en deuxième mi-temps. On a eu le droit à un beau dernier quart-temps, mais dans les faits, on voyait très bien que les 2 équipes étaient fatiguées et n'avaient pas beaucoup de jus. Ça s'est vu au niveau du rythme. On était très loin d'avoir notamment le rythme du Paris Basket que l'on connaît et que l'on aime tous. Donc ça, voilà, c'est un petit peu dommage, sachant que ce match est la vitrine du basket français. Tu tapes ce match-là après un back-to-back Euroleague, forcément, on aurait pu espérer un petit peu mieux pour le spectacle, même si la fin du match, aura pu combler toutes nos attentes. Maintenant, rentrons un peu plus dans l'aspect basket et les points positifs côté Paris Basket. J'en ai noté 2. Déjà, il y a eu du caractère, une sacrée dose de caractère et de mental.
Paris Basket a été mené de 19 ou 20 points, ils ont réussi à s'accrocher, à revenir, ils n'ont jamais rien lâché, même quand l'adresse à 3 points leur faisait défaut. Et au bout du compte, bien aidé par un approximatisme monégasque à l'approche de la fin du match, eh bien Paris a su trouver les ressources nécessaires pour aller arracher une prolongation et s'imposer devant son public. Et ça, un grand bravo parce que Paris n'arrivait tout simplement pas à trouver son rythme. Et donc c'est tout à leur honneur. Le deuxième point positif, eh bien c'est tout simplement un avantage psychologique. Paris a été gagné en début de saison en Euroleague sur le parquet de Monaco. Dorénavant, eh bien, ils ont réussi à faire un comeback, une remontada, comme on dit dans le jargon, pour s'imposer à domicile. 2 victoires à 0 cette saison pour Paris Basket. Il y a un petit avantage psychologique qui est en train de se mettre en place pour les Parisiens. Et ça peut être très intéressant pour la suite de la saison. Du côté des mois un peu moins positifs, eh bien, je parlerai du rythme. Alors, certes, probablement accentué par le fait que Paris sortait d'une semaine en back-to-back Euroleague. On sait qu'avec leur énergie et le style de jeu qu'ils ont, eh bien oui, à un moment donné, ça peut pêcher, l'énergie peut pêcher. Monaco a aussi très bien défendu, mais on n'a pas senti Paris Basket dans son rythme. Et ça s'est notamment vu pendant, 3 quarts temps, pendant 30 minutes. Le deuxième point négatif, eh bien, ce sont les balles perdues. Quand tu n'as pas de rythme, quand tu n'arrives pas à courir autant que tu le voudrais, eh bien, essaye de prendre soin du ballon et de ne pas perdre autant de ballons. Le ratio passe décisive balle perdue est, pour l'une des premières fois de la saison, pas très positif. Et on sait notamment que Paris a besoin de prendre soin du ballon, a besoin de se projeter, a besoin de courir. Forcément, si tu perds du ballon, eh bien, tu te coupes de certaines transitions qui vont t'amener à te mettre dans le rythme petit à petit. Donc ça a été le petit péché mignon de Paris sur ce match. Si l'on passe maintenant à Monaco, alors Monaco, il y a eu du très bon et du nettement moins bon. Je vais commencer à parler du bon. J'ai trouvé qu'il y avait eu de la rigueur et un partage du ballon, un mouvement du ballon, une circulation de balle qu'on ne retrouvait pas forcément du temps de Sasa Obradovic. Et ça, je trouve que ce sont des fondations sur lesquelles il faut vraiment construire pour Monaco. Le deuxième point positif, eh bien, ce sont tout simplement qu'il y a des revenants dans cette équipe. Peter Corneli et Tari Tarpey jouent et jouent plutôt bien, notamment pour le second. Peter Corneli a joué 30 minutes de temps de jeu, il n'a pas été à droit au tir, mais il a quand même eu un impact relatif. Et Terry Tarpey, on voit tout ce qu'il peut apporter dans un rôle qui peut faire penser à celui qu'avait Yakuba Ouattara l'année dernière, le capitaine défensif qu'on va envoyer en mission défendre pour stopper les meilleurs joueurs adverses. Et en plus de ça, il prend du rebond, il se bat, il va gratter quelques points. On voit tout ce que peut apporter Terry Tarpey et ça, c'est une très bonne nouvelle pour ces deux joueurs, mais aussi peut-être pour leur coach et Monaco. Le dernier point positif à mettre en avant, c'est tout simplement le meilleur joueur cette saison monégasque, c'est Elie Okobo. Quelle masterclass encore une fois, 27 points, des bons shoots et surtout un bon volume. J'espère vraiment que Freddy Fautou a regardé ce match derrière sa télé. Passons du côté négatif maintenant pour Monaco. Alors honnêtement, si Monaco avait remporté ce match, il n'y aurait pas eu énormément de choses négatives à dire, mais voilà, Monaco a bazardé un petit peu sa fin de match, ils ont encaissé, je crois, 7 points sur une action à cause d'une faute antisportive, mais surtout, que de mauvais choix dans le clutch time, dans le money time de la part de Mike James. Des balles perdues, un marché, des tirs ratés qui sont pas forcément bien pris. On a vu un petit peu le mauvais côté de Mike James sur la fin du match. Un petit peu un Jekyll et Mr. Hyde. Mike James a fait du très bon pendant 35 minutes et sur les 5 dernières minutes et la prolongation, il a enchaîné malheureusement les mauvaises décisions. Et ça n'a pas dû plaire à son coach Vassilis Spanoulis. Le deuxième point négatif, c'est tout simplement, alors ce n'est pas de sa faute, mais Mam Jeté, où est-ce que tu es? Ça fait maintenant plusieurs semaines, plusieurs matchs que rate Mam Jeté. Je trouve que sur un match comme ça, eh bien, il a manqué notamment dans les instants clés, quand il fallait aller batailler, prendre du rebond. Car oui, Paris a aussi su trouver son rythme en allant gratter certes des lancers francs, mais aussi en récoltant de plus en plus de rebonds offensifs au fur et à mesure que le match avançait. Et Donatas Motiejunas n'ayant pas joué, eh bien Monaco s'est retrouvé avec un seul pivot, Papagiannis. Au fur et à mesure, ils se sont adaptés, ils ont proposé un small ball, mais dans un match comme celui-ci, je suis sûr que Mam Jeté aurait beaucoup apporté. Allez, on continue avec les informations récentes. Vous l'avez sûrement noté, ça s'est passé dans la semaine, eh bien ça a été l'officialisation du départ de Nemanja Nenadic, le poste 2-3 serbe qui quitte l'élan Chalon. Chalon qui avait un étranger en plus, eh bien ça a été acté, Nemanja Nenadic est parti sitôt son meilleur match réalisé la semaine dernière dans le club polonais de Gdynia. Du côté des retours, cette fois retour de blessure, eh bien
La Rochelle, pour l'une des premières fois de la saison, a affiché au complet avec le retour de blessure de Sam Sessoms qui avait manqué le dernier match à cause d'une blessure à la cheville. Malheureusement, son retour n'a pas suffi et d'ailleurs Sam Sessoms a réalisé son plus mauvais match de la saison avec un vilain -3 d'évaluation. Un autre retour qui a fait plaisir, les deux joueurs se sont notamment affrontés entre Sam Sessoms et Hunter Cattoor. Hunter Cattoor, ça faisait plusieurs semaines qu'il était sur le flanc à cause d'une blessure, eh bien il a pu retrouver les parquets, il a eu un petit peu de temps de jeu, il n'a pas toujours été très en réussite sur ses tirs, mais ça fait plaisir de le revoir et Gravelines était donc au complet. Et enfin, pour terminer sur la catégorie des news, eh bien, vous l'avez vu la semaine dernière, Malik Fitz est sorti en cours de match et de blessure. Eh bien, il a été remplacé dans la foulée par Malcolm Casalon. Une belle occasion pour voir l'une des pépites du basket français que certes, on avait pu un petit peu oublier, qui était un petit peu sorti sous les radars au suite de sa draft NBA. Eh bien, il va pouvoir montrer tout l'étalage de son talent au sein de la SIG Strasbourg. Une bonne nouvelle pour le joueur, pour Strasbourg, mais également pour le basket français. Ça fait plaisir. Du côté des cartons de la journée, j'en ai noté 3. Je commencerai par le meneur Bressan, l'arrière Bressan, Xavier Castaneda, qui a encore une fois fait parler la poudre face au Mans. 24 points, 5 passes décisives, 9 fautes provoquées pour 25 d'évaluation. Il a porté son équipe dans la deuxième victoire seulement à domicile en 7 matchs des Bressans. Bravo à Xavier Castaneda. Le deuxième joueur que j'ai envie de mettre en avant, j'ai eu l'occasion de le voir de mes propres yeux puisque j'étais au match qui opposait La Rochelle à Gravelines. Eh bien, Chris Babb a été éblouissant, époustouflant. 33 points avec un joli 7 sur 11 à 3 points avec 6 rebonds pour 34 d'évaluation. Chris Babb a réalisé le meilleur match de sa saison au meilleur des moments pour redonner un petit peu de confiance à Gravelines qui, outre sa dernière victoire sur le parquet de Saint-Quentin, eh bien évolué sur une série de 4 défaites consécutives. Bravo à Chris Babb et quel poignet, franchement, ses shoots étaient soyeux, ça faisait ficelle. Chris Babb fait peut-être aussi partie des meilleurs shooters du championnat. Et enfin, je terminerai dans cette catégorie par le match de Benjamin Sen qui, semaine après semaine, eh bien, s'affirme comme le leader de cette équipe. Encore une fois, il a dominé, il a permis à Nanterre de décrocher une victoire très importante sur son parquet face à Nancy. 19 points, 3 rebonds, 8 passes décisives, 25 d'évaluation, il a tout simplement remporté son face-à-face avec Chris Clemens, avec beaucoup plus d'efficacité, qui lui permet, à mon sens, d'être le MVP de ce match. On ne change pas une équipe qui gagne, il est maintenant temps de nous intéresser aux différentes déclarations qui ont lieu dans les conférences d'après-match. Et je commencerai par une déclaration du capitaine de Saint-Quentin, William Pfister. Alors peut-être que vous l'avez vu, ce match-là s'est soldé par une prestation vraiment très petite, très moyenne de la part de Saint-Quentin, qui n'a pas été dans l'énergie, qui n'a pas été dans la combativité et dans la rage de vaincre. Ce qui fait qu'à la fin du match, eh bien, les quelques supporters saint-quentinois qui se sont déplacés, eh bien, ont tout simplement tourné le dos dans les tribunes à leur équipe venue les saluer. William Pfister s'est notamment confié à ce sujet. Il a déclaré qu'au nom de l'équipe, il tenait à s'excuser auprès des supporters qui sont venus ce soir et ceux qui nous ont regardés à la télé. Ce que l'on a fait n'est pas acceptable. Il y avait un manque d'énergie, de rage, de volonté. Les supporters qui nous ont tourné le dos après le buzzer, ce soir, je les comprends. J'espère que ça va nous faire réagir tous ensemble, que chacun se rendra compte de ce que l'on est en train de faire. Déclaration pleine d'humilité et effectivement, Saint-Quentin n'est pas sur la meilleure des dynamiques, collectivement, mais aussi individuellement, où certains joueurs sont un peu en dedans. Il va falloir que Saint-Quentin trouve les solutions en interne pour faire face dans ce moment difficile. La deuxième déclaration que j'avais envie de mettre en avant, c'est bien évidemment la déclaration de Elric Delors pour son premier match à la tête de l'Élan Chalon avec une première victoire. Voici ce qu'il a déclaré. Construire notre ADN, c'est plus important que la victoire. À partir du moment où on a des fondations solides, ça nous fera gagner plus de matchs que perdre. On a défendu comme des fous et en plus, on a eu de la réussite. Maintenant qu'on a ce goût du sang dans la bouche, à nous de faire en sorte de continuer à le ressentir. On comprend directement à la suite de cette déclaration l'état d'esprit que veut insuffler Elric Delors à l'Élan Chalon. D'ailleurs, son meneur Michael Stockton s'est notamment confié dans la presse au sortir de ce match sur le discours d'Elric Delors, axé sur l'énergie, sur la volonté et sur la défense. Car oui, l'Élan Chalon, c'était tout simplement la pire défense de Betclic Elite sur ce début de saison. Fort logiquement, c'est l'un des axes prioritaires à travailler pour Elric Delors. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous encourage à me dire quel retour vous pourriez me faire pour que je puisse encore améliorer encore un peu plus ce récap. Voilà, c'était Ben. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.